Je sais pas si vous êtes comme même, mais moi, tout ce qui est technologie, ça m'allume. Et là, on parle d'intelligence artificielle, puis elle est déjà dans nos vies, mais on entend parler de plus en plus. Alors, je voulais être sûre qu'on comprenne tout ce que ça veut dire. Alors, pour en parler, c'est un spécialiste des nouvelles technologies que moi, je l'entends faire des chroniques, ça doit faire 20-25 ans. Bruno Guglielminetti, bienvenue, Bruno. Merci de l'invitation. C'est vraiment une révolution présentement, l'arrivée, en fait, la démocratisation de l'intelligence artificielle. Bien, Bill Gates la compare à l'arrivée de l'ordinateur, du PC et l'arrivée de l'Internet. Alors, c'est aussi gros que ça. Ça pourrait changer, mais l'intelligence artificielle, là, c'est avec nous depuis très longtemps. Souvenez-vous, à l'époque, quand il y avait eu Jeopardy, puis il y avait un ordinateur de IBM qui avait joué contre l'animateur et la machine, puis ils avaient gagné. Ou avant ça, il y avait Kasparov qui avait perdu contre un ordinateur. Mais Siri sur nos téléphones, sur l'intelligence artificielle. Donc, on parle déjà avec l'intelligence artificielle. Alors, on a aussi Laurent Charlet, professeur et chercheur en intelligence artificielle au HEC de Montréal. Merci d'être là. Enchanté. Alors, est-ce que pour vous, c'est excitant présentement d'être, je ne veux pas dire au premier balbutiement, mais quand même à la démocratisation de cette intelligence-là? C'est exceptionnel. J'ai l'impression de vivre une vie exceptionnelle. Quand j'ai commencé en intelligence artificielle, ça nous intéressait, la petite communauté de l'intelligence artificielle. On n'avait pas imaginé l'ampleur que ça pourrait prendre. Et donc, j'ai l'impression d'être tout à fait choyé. Oui, parce que tantôt, c'est quoi les possibilités, où ça s'en va? Jean-Sébastien Gérard, bienvenue. Là, on s'ennuyait. Bien, moi aussi, je pensais que vous m'aimiez plus. Je sais. Très content d'être ici. On a douté. On s'est reconfirmé. Mais moi, je me suis dit, c'est sûr que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y en est, où ça s'en va? C'est sûr. Je suis très curieux, puis je pense que, comme plusieurs personnes, j'ai posé des questions à ChatGPT, puis je veux savoir où ça va nous mener, de quelle manière ça va pouvoir bonifier notre vie. Je suis un anxieux, fait qu'évidemment, je me pose des questions aussi. Est-ce que ça va courir à notre perte? Il me semble qu'il y a un scénario de film d'horreur là-dedans. Est-ce qu'on va te remplacer aussi? On va vous rassurer. Est-ce qu'on peut remplacer? Puis c'est sûr que quand on fait des recherches, bien, on est tout le temps dirigé vers soi, vers ses préoccupations. Fait que moi, je m'intéresse beaucoup à la création. De quelle manière l'intelligence artificielle peut créer de la musique, de quelle manière elle peut se substituer, tu sais, aux artistes. Et la santé, bien sûr, je suis hypocondriaque. Je me dis, est-ce que l'intelligence artificielle va un jour pouvoir m'offrir des diagnostics? Est-ce que je vais arrêter d'aller à l'hôpital? Est-ce que les urgences vont se vider parce que je vais avoir des diagnostics? Donc, c'est plein de questions comme ça que je me pose. C'est intéressant. Oui. Mais c'est quoi la définition de l'intelligence artificielle? Bien, au départ, c'est du calcul mathématique. Si on ramène ça à la base, là, des 0 et des 1. Et puis, donc, c'est ça. Mais c'est la possibilité pour les machines de tout transformer en calcul mathématique. Et c'est le jeu des probabilités. Et donc, c'est de répertorier. Dans le cas, quand on pense à ChatGPT, là, c'est d'aller répertorier toute l'information universelle qui est disponible, dans leur cas, sur Internet jusqu'en 2021. Là, parce que ChatGPT, là, comme on le connaît, c'est pas branché sur Internet. Donc, c'est d'aller répertorier toute cette information-là qu'on lui a donnée. Et à partir de là, bien, de générer des réponses aux requêtes qui lui sont faites. OK. Là, on va faire un exercice tout de suite. Comme tu parles déjà de ChatGPT, parce qu'on voit ça dans les nouvelles, on voit ça partout, ChatGPT. Ouais. Je pense qu'on a un paquet de monde qui ne savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Ma mère à la maison, là, c'est pas de quoi on parle. Bon, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à ta mère qu'elle comprenne? On pose des questions à l'ordinateur de tout acabit. C'est un petit peu comme l'assistant personnel. L'assistant personnel, où on fait comme « Fais-moi jouer du Céline Dion, qui est Bruno Guglielminetti, quelle température va-t-il faire demain? » Mais en plus poussé. Donc, c'est vraiment une application sur laquelle on pose des questions. Vraiment, est-ce que tel spectacle est bon? Mais ils font de la rédaction. Ça fait de la rédaction. Oui, mais c'est ça. Mais la grosse différence, c'est que jusqu'à maintenant, les gens disaient on va aller googler quelque chose pour avoir l'information. Ouais. Bien là, maintenant, avec ChatGPT et les autres qui s'en viennent, là, parce qu'ils sont tout seuls pour le moment, mais il y en a d'autres qui arrivent, c'est qu'on va poser une question, mais plutôt que nous amener sur des pages web, puis genre, arrangez-vous avec ça, puis trouvez votre information, il nous génère l'information. Donc, par exemple, si vous voulez avoir une recette, bien, vous rentrez, moi, je vais avoir une recette de carbonara. Bien, puis il va me sortir la recette. Et ça va être laquelle? Bien, non, la meilleure? Pour le moment, on ne sait pas c'est laquelle. Okay. Dans la prochaine génération, on nous a confirmé qu'on saurait c'est laquelle. C'est pour ça qu'on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, parce que dans les universités, les étudiants remettaient
leurs devoirs, faits avec leurs travaux, faits avec ça. Ouais. Donc, il y a des enseignants qui ont dit ça n'a aucun bon sens. Où est-ce qu'on s'en va? Mais là, pour bien comprendre, on a un exemple. Là. Ça, on est sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est ça. Alors, sur ChatGPT, on pose la question. Alors, les 5 premiers ministres du Québec, les 5 premiers. Là, ce qui est intéressant, puis je suis content que ça réponde ça, c'est que ce qu'on voit, la première réponse, c'est Pierre Trudeau. Alors, on le sait, ça a été le premier ministre du Canada, mais ça n'a pas été un des premiers ministres, on s'entend. Il a été plus tard. Ce que ça démontre, c'est que, puis c'est tellement un bel exemple, c'est que ChatGPT, lui, va chercher son information, mais s'il tombe sur de l'information erronée, bien, il va composer des phrases avec ça, de l'information. Et ce qui est formidable avec ChatGPT, là, c'est qu'il est tellement convaincant, il est toujours en mode affirmation. Alors, pour lui, là, c'est de la vérité qui vous amène. De là, l'importance, quand vous utilisez ça, de toujours reposer la même question, mais avec des mots différents, juste pour vous vérifier s'il va vous donner la même information quand c'est de l'information qui est importante. Là, si c'est juste d'avoir de l'information vite faite pour l'essayer, ça va. Et dans le deuxième cas, on a demandé des chansons de Céline Dion. Des grands succès. Et là, bien, effectivement, il a raison. C'est tous des succès là, qu'on connaît. Laurent, c'est quoi, par exemple, vous travaillez là-dessus, c'est quoi les prochaines avancées? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle? Nous, on travaille beaucoup en recherche fondamentale, donc on essaie de rendre ces modèles-là meilleurs, plus précis, plus diversifiés. Je pense que ce que Bruno vient de dire, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à nous dire quand ils ne sont pas certains. Or, ça, c'est vraiment la base de notre communication humaine. Si vous me posez une question, je ne le sais pas, je vais vous le dire. Si j'ai une idée, je peux vous dire peut-être que c'est ça. C'est ce qui nous permet de communiquer, d'avancer dans des situations très incertaines. ChatGPT, en ce moment, n'a pas cette capacité-là. Puis, comme c'est fondamental pour nous, ça crée une limite assez claire pour ChatGPT. ChatGPT a une éthique aussi. J'ai remarqué ça hier en faisant certaines recherches. J'ai voulu savoir, là, je me disais, si on va dans le croustillant des potins, j'ai demandé mon orientation sexuelle. J'ai dit, quelle est l'orientation sexuelle de l'animateur Jean-Sébastien Girard? Et si vous faites ça avec n'importe quel nom, je me suis fait faire la morale. Ça dit, ça ne vous regarde pas, c'est de l'ordre du privé. On n'a pas à juger quelqu'un selon son orientation sexuelle, passer à autre chose. Donc, il n'y a pas de réponse. Il y a vraiment ça. J'ai demandé aussi si l'émission de Marie-Claude était une bonne émission. On nous a dit, ce n'est pas à moi de juger, j'ai pas l'info pour ça. On vous suggère de lire une critique de l'émission ou encore mieux de la regarder. J'adore, hein? C'est intéressant, de la ça. regarder. Oui. Fait que faites-vous pas une idée d'après moi. Fait qu'il y a comme une espèce d'éthique, puis de faisons attention aux préjugés, faisons attention aux choses. Ça me plaît plutôt, ça. C'est ça. Mais ça, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas le modèle de base. C'est un filtre que la compagnie de ChatGPT, OpenAI, a rajouté. Donc, ils ont fait un peu comme un éditorialiste pourrait le faire. Dire, non, on ne répond pas à ce genre de questions-là. On veut pas s'embarquer telle là-dedans. affaire, on fait comme non, il faut pas faire ça dans la vie. Exactement. Puis ça a été un grand plaisir des gens d'essayer de... Mais oui. Bien, comme on fait avec Siri. Moi, mon téléphone, je passe des soirées, des fois, à jaser. Là. Je pose toutes sortes de questions. On est indécent avec elle, des fois. Ben oui, des fois, elle pogne les nerfs. Elle va dire, j'en ai pas... Des fois, elle se ferme. Hein? Des fois, elle dit, bon, je m'en vais. Paf, c'est fini. Mais c'est drôle. On n'est pas poli. Bonne soirée. Tu parles de Siri. Siri, c'est les produits Apple. Hein? Mais il y a Amazon qui, justement, lui, sachant que les gens allaient avoir des discussions avec ces appareils-là, mais que les gens n'allaient pas toujours être polis, bien, il leur répond. Et donc, à un moment donné, les enfants, puis ils les encouragent à être polis avec les assistants personnels parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui devenaient un peu agressifs avec ces appareils-là. Alors, ils encouragent, et quand tu fais une requête et elle te répond et que tu dis merci, bien, elle va te remercier de son côté. Ou si c'est le soir, si tu as été très gentil avec l'appareil et tu as toujours été poli, bien, à la fin, elle va te souhaiter bonne nuit quand c'est le temps de fermer tous les appareils. Donc, ça va peut-être apprendre aux gens à être plus civilisés sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ça serait peut-être pas de mauvaise chose. Ouais. Là, depuis tantôt, on parle de ChatGPT, puis je pense à ta mère qui doit dire, attends, mais c'est où? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? C'est comment on va là? Donc, c'est un outil qui analyse plein de données. C'est comme si on lui avait donné tout Internet à lire. Comme c'est un outil informatique, il peut aller très, très vite puis lire Internet extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que nous, on pourrait le faire. Nous, ça nous prendrait une vie. Ensuite, à partir de ces données-là, finalement, c'est comme lire un dictionnaire. Il arrive à les comprendre, à les analyser jusqu'à un certain point et à en tirer des conclusions.
Donc, quand on lui pose des questions, il regarde dans cette espèce de base de données pour y trouver des réponses. Mais on s'abonne à ça? Ah, c'est ça. Pour se rendre, Ouais. c'est bête à dire, là. On va chez un concurrent, on va sur Google, que tout le monde connaît, et on écrit Chat GPT. En un mot, là, chat. GPT, c'est l'abréviation. Exactement. Et là, à partir de là, ben, ça va arriver dans les deux premières possibilités. Puis vous cliquez. Vous devez vous enregistrer parce que Chat GPT garde en mémoire les conversations qu'on a eues et adapte ses réponses en fonction des discussions qu'on a eues. Donc, il connaît votre intérêt pour certains sujets, puis il va être plus sensible à d'autres. Je connais mon intérêt pour Marie-Claude, pour toi. ça, et pour moi. Ma propre personne. Alors, il va faire un sérieux mélange des deux, là, à un moment donné. Oui. OK, donc c'est comme ça. Puis ça, tout le monde peut avoir accès à ça. Oui, c'est ça. Mais il y a tellement tout le monde qui va avoir accès à ça qu'à un moment donné, le système est surchargé. Alors là, c'est amusant parce que quand ça arrive, il y a des petits messages sympathiques en disant que, ben là, présentement, c'est très occupé. Puis là, il nous présente un petit texte. Mais sachant qu'il y avait un tellement grand intérêt pour la chose, ils sont pas fous. OpenAI, ils ont dit, ben on va faire un forfait payant. Alors ça, c'est plus les professionnels puis les entreprises qui payent ça. C'est 20 $ par mois et eux ont accès 24 heures sur 24 à ça. Mais petit truc que je vais donner à tes téléspectateurs, si vous allez la fin de semaine ou si vous allez tard le soir, vous allez être tranquille, vous allez avoir accès. Mais pendant le matin, là, puis pendant la journée, oubliez ça, tout le monde essaie d'y avoir accès. Sinon, c'est gratuit et c'est très facile aussi. S'il y a des gens qui disent, oh, mon Dieu, je suis pas bon dans les ordinateurs, parce que ça prend 3 secondes. On met un mot de passe, on met... Même pas une minute, on est là-dessus. Quand tu as besoin d'un ami... Non, ma mère peut faire ça. Ouais, mais ceux qui, malheureusement, n'ont plus leurs parents, ben ils peuvent aller là-dessus. Puis, bien que l'interface est en anglais, là, ayez pas peur, ChatGPT parle en français. D'ailleurs, il parle plusieurs langues. Il peut vous traduire des textes, mais de façon formidable. Il a un excellent français, d'ailleurs. Il connaît la grammaire par cœur, lui. Hein? Mais alors, moi, j'ai rarement vu des fautes. Ah, mais j'aime ça. Il peut traduire les textes. On va s'arrêter après la pause. On va voir que bientôt, je ne serai plus ici. Je vais être remplacée par l'intelligence artificielle. Ça pourrait se faire. Non. Ça a déjà, ben, je te dis, on a la preuve. Restez là tout de suite après. C'est sur quelque chose qui a de l'air un peu inaccessible, mais non, il faut écouter ce qu'on a à dire sur l'intelligence artificielle. C'est comme c'est Internet. Tu sais, au début, Internet, on avait l'impression que c'était pour les autres, mais ça rentre dans notre vie. Là, Bruno, tu nous as amené des images, moi qui... Pas rassurantes. Hein? Bien, non rassurantes. Tu sais, quand on dit où est-ce que ça s'en va, on va regarder ça, parce qu'on ne l'écoutera pas parce que c'est en coréen. Donc, on va plutôt regarder les images. Donc, tu vas nous dire qu'est-ce qu'on voit présentement. Et ça, c'est une expérience qui a été faite. Ça a déjà 2 ans. Alors, on peut imaginer qu'ils sont rendus pas mal plus loin, mais c'est donc la Sophie Thibault, de la chaîne d'information MBN sud-coréenne qui s'est fait cloner. Et à partir de ce moment-là, maintenant qu'ils ont la capacité de la reproduire sur l'écran, elle peut animer des bulletins d'information. Et c'est assez impressionnant parce que là, dans cette scène-là, elle est en train d'interviewer son double numérique, son jumeau numérique, si vous voulez, ou sa jumelle numérique dans ce cas-là. Et donc, c'est ça. Mais ça fonctionne. Et la Chine a fait la même chose avec 2 de ses lecteurs d'actualité sur une chaîne d'information. Alors, imaginez LCN. Là. Parce que ça prend la même voix. Oui. Ça prend aussi la même gestuelle. Elle se meut très naturellement, là. Ça n'a pas l'air d'un robot, là. Non, c'est ça. Et donc, moi, j'ai regardé, parce que j'étais fasciné avec ça, dans le temps, j'ai regardé des bulletins et on oublie là, que c'est une machine. Tu sais, ça prend pas grand temps, puis on a l'impression que c'est une lectrice de nouvelles qui est devant nous. Est-ce qu'on est en train de s'auto-saboter l'humain? On ne sera plus requis nulle part, à part vous, pour programmer, là. Moi, je vois ça comme un assistant. Ouais. Et si on le prend comme ça, je pense qu'on n'a pas de problème. Hier, je participais à une conférence sur le journalisme et l'intelligence artificielle. Là, il y avait plein de journalistes qui disaient, ben oui, mais ça va nous remplacer. Je dis, ben non, parce que ça prend d'une part des humains pour faire des requêtes, poser des questions, avoir un jugement éditorial, ouais. Puis après, s'assurer que c'est juste, puis après de le présenter, puis aller faire la cueillette d'informations. Donc, vous avez encore de la place. Mais c'est sûr que déjà, là, dans les salles de nouvelles, particulièrement dans les journaux écrits, c'est des machines qui font les retours sur les matchs et les tournois de golf. Et c'est plus des humains là, qui sont en train d'écrire qu'est-ce qui s'est passé dans un match la veille. Ce sont des machines? Ben oui. Et c'est les salles de presse, les agences de presse envoient ça. Et c'est ce qu'on lit le matin. Mais c'est sûr qu'entre un texte comme ça, parce que, tu sais, remonter là, il y a 15 ans, c'était toujours les mêmes formules là, quand on parlait d'un match de golf ou de baseball ou de hockey. Mais là, revenez à aujourd'hui. Après, à un moment donné, les gens vont avoir le choix. Est-ce qu'ils vont apprécier d'avoir l'information factuelle et c'est tout, ou est-ce qu'ils vont apprécier d'avoir de la couleur humaine?
Tu sais, quand un Régent Tremblay commande quelque chose, là, Ça a sa on aime ça couleur. lire parce qu'on Ça sait veut dire qu'il est que nos coloré. personnalités vont rester. Mais Laurent, est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de lire l'émotion aussi? C'est une bonne question. Pour l'instant, avec nos téléphones, par exemple, on utilise la reconnaissance faciale pour les déverrouiller souvent. Oui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on arrive à trouver une certaine émotion avec ce même genre de technologie-là? Quand on pose avec des amis, on est plus joyeux. Quand on est à l'hôpital, on est anxieux. Fait qu'ils Peut-être. commencent à lire aussi Peut-être. nos... C'est ça, oui, le contexte est tout à Ouais, fait ouais. disponible aussi au téléphone, donc on Mais peut dans l'imaginer. la reproduction, maintenant, il y a des outils qui sont disponibles en ligne. Là, j'en parlais avec Jean-Sébastien. Il y a des outils qui sont disponibles, qui sont gratuits, qui vous permettent de générer des voix. Si vous voulez, vous pourriez, par exemple, je pourrais prendre Marie-Claude voix de voix, Ouais. en prendre un bout, là, genre 5 minutes, mettre ça dans la machine, puis après, je pourrais rentrer un texte puis vous faire dire n'importe quoi. Bien, d'ailleurs, Ça, c'est un peu épeurant. ben oui, on a parlé de, je veux dire, on a parlé de fraude là, il y a quelques semaines. Et le spécialiste nous disait que maintenant, on peut recevoir des messages de notre téléphone. Admettons, ça pourrait être notre père avec sa voix qui nous demande de l'argent. C'est qu'on on peut penser que c'est la vraie personne. Puis, mais ce qui est intéressant dans l'avancement technologique, c'est qu'on peut aussi créer des voix originales, tu sais, qui appartiennent à personne et lui mettre l'émotion qu'on veut. Donc, la même personne va être triste, elle va être contente, elle va être joyeuse ou avoir un ton neutre, puis avec un parler rapide ou un parler lent, dépendamment de ce qu'on veut. Dans la presse, il n'y a pas longtemps, ils ont fait l'exercice, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de créer une chanson dont les préoccupations sont liées à la crise environnementale, mais ils ont demandé de le faire à la manière de Gilles Vigneault. Donc, l'intelligence artificielle a consommé toute l'œuvre de Gilles Vigneault, et là, ça a donné une chanson qui est quand même très efficace, très jolie, très belle. Puis ça a été composé en 2 minutes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va consommer maintenant de la musique, des poèmes. Si ça dépasse, si c'est plus beau, si c'est plus éloquent que ce que les artistes font, qu'est-ce qui va arriver? Je pense à nous, comme utilisateurs de ces systèmes-là, de dire voici ce qu'on veut faire avec ces systèmes-là, voici ce qu'on ne voudra jamais faire avec ces systèmes-là. Ouais. Nous, comme chercheurs, c'est aussi à nous de développer cette technologie-là d'une manière responsable, d'une manière éthique, puis d'avoir une discussion tous ensemble là-dessus, de savoir. Puis est-ce qu'il faut que le gouvernement réglemente certaines utilisations? Peut-être. Pour protéger, Encore une fois, faut peut-être. Il y a les gens aussi qui travaillent là-dessus, puis Laurent, tu me corrigeras, mais il y a quoi? Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu la grande rencontre à Montréal, une rencontre internationale de gens de la trempe de Laurent, parce qu'il est trop humble, là, mais il est reconnu à travers le monde, avec son équipe de Mia là, et Joshua Bengio. À Montréal, là, on a des sommités dans l'intelligence artificielle, c'est fou. Et ils se sont rencontrés à un moment donné, il y a environ 3 ans, à Montréal, pour justement faire une entente, un protocole d'éthique par rapport au développement de l'intelligence artificielle et son utilisation. Parce que c'est sûr, tu sais, avec ça, là, on a une bombe atomique dans les mains. On peut faire le mal avec ça, c'est un thème Qu'est-ce qu'on très, fait avec ça? Et c'est pour ça que ces gens-là, comme Laurent, ce sont vraiment les gens qui peuvent pousser plus loin. Après, c'est remis dans les mains du commun des mortels, puis on le savait, quand il y a eu la vague, là, au mois de décembre, on parlait beaucoup de ChatGPT, ça arrivait, puis là, on apprenait qu'il y avait des hackers russes qui l'utilisaient pour développer des logiciels malicieux. Ben oui, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis c'est Molière qui disait ça dans le temps, donc c'est pas hier, là. Et c'est de voir comment on va l'utiliser. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faciliter notre vie, tu sais. Puis je termine là-dessus. Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, Microsoft, là, en 2019, ils ont investi, ils l'ont vu venir, le train, là, ils ont investi 1 milliard de dollars dans OpenAI pour développer le fameux ChatGPT et l'intelligence artificielle. Là, aujourd'hui, ils récoltent les fruits parce que ça et sa nouvelle version, le GPT-4, ils vont l'intégrer dans leur furteur, dans leur moteur de recherche et même dans leur trousse de bureautique. Ça veut dire qu'à la maison, tu es chez toi puis tu as besoin d'écrire une lettre. Bien, avant, tu t'assoyais, puis là, tu te dis, bon, comment je vais faire ça? Bien là, c'est plus vrai, là. Si tu utilises le Office... Ça m'intéresse beaucoup, tout ça, là. Ben, c'est Ouais. ça. Mais tu vas t'asseoir puis dire, bien, écris-moi une lettre de remerciement à telle personne pour telle action. Mets-moi ça 100 mots. Une lettre de rupture? Parce qu'on écrit tout le temps la même affaire. Ben oui. Une lettre de rupture élégante. Ben oui, tout à fait. Beaucoup de rupture. Non, mais tu sais, comme on écrivait tout le temps dans le temps, c'est pas toi, c'est moi, peut-être trouver une nouvelle formule. Je comprends, mais ça va jusque-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut tous l'utiliser. Ben oui. Mais l'idée là-dedans, c'est quand on l'utilise comme ça, servez-vous-en comme
canevas. Faites pas faire votre travail au complet, mais ayez un canevas de base. Mais là, le Draft and Bold, là, c'est le logiciel montréalais qui est capable de savoir si c'est l'intelligence artificielle ou si c'est la personne. Ça, c'est important quand même de savoir le vrai du faux à quelque part. Absolument. Donc, ce que ça permet, c'est de regarder un texte puis de dire est-ce qu'il vient de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il a été écrit par un humain. Ça fonctionne bien pour des textes qui sont relativement longs, ça fonctionne moins bien pour des textes qui sont relativement courts. Puis, c'est un peu comme une course. Si quelqu'un essaie de faire un détecteur, quelqu'un va essayer de faire une intelligence artificielle pour avoir l'air plus humaine ou pour détecter le détecteur. Donc, je pense que c'est un outil dans notre arsenal. Mais comme vous disiez tout à l'heure, en éducation, il y a eu des peurs que les étudiants puissent plagier grâce à ChatGPT. Les étudiants peuvent plagier depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. Il suffit qu'il y ait un autre étudiant avec la réponse qu'il leur donne. Donc, je dirais que c'est un autre outil dans l'arsenal. Comme éducateur, moi, comme prof d'université, évidemment, il faut que j'y pense. Quand je donne un devoir à mes étudiants, est-ce qu'ils peuvent trouver la réponse facilement? Est-ce que le devoir peut être fait sur ChatGPT? Ce serait ironique que vos étudiants utilisent l'intelligence artificielle dans les cours d'intelligence artificielle pour tricher. Mais comme prof, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, moi, je suis en lien avec des profs, puis ce qu'ils me disent, c'est que, à défaut de ne pas être capable de le combattre, on l'intègre dans nos cours. Et donc, on demande à nos étudiants d'essayer de se creuser le coco pour arriver à poser des questions qui vont générer des choses intéressantes. Bien, ça, c'est intéressant parce que là, tu prends les jeunes et tu les aides à utiliser un outil de 2023. Moi, là, pour préparer cette entrevue-là, j'aurais dû faire ça. J'aurais pu, en tout cas. Marie-Claude, je me suis amusée l'autre fois à poser la question à ChatGPT en disant génère-moi 30 questions que je peux poser à un invité lorsque je n'ai plus de questions à lui poser. J'ai eu 30 questions, puis c'était 30 bonnes questions. Fait qu'il n'y a plus besoin de recherchistes, puis c'est plein de métiers qui sont plus nécessaires. Moi, tu veux être remplacé la semaine prochaine? Oui. Il y a peut-être un ou quatre présentement, c'est un test. Ils sont en train de me faire. Mais c'est-tu long, mettons, le personnage, peut-être je rentre dans les détails, mais le personnage, l'actrice de la nouvelle, là, est-ce que c'est compliqué la refaire ou ça aussi, c'est instantané? Je pense qu'il va falloir capturer d'abord ses mouvements. C'est ça, comme on fait avec les jeux vidéo. Exactement. Okay. Mais une fois qu'elle est capturée, on peut tout faire. C'est ça. On vieillit plus. Ben non, c'est ça. Mais c'est pour ça, au niveau de la médecine, là, je rencontrais au Consumer Electronics Show à Las Vegas, il y avait une entreprise qui venait présenter une machine. Tu sais, il y a des gens qui sont pris avec la maladie SLA où ils perdent la voix. Oui. Et donc, eux offrent une possibilité pour n'importe qui là, d'aller sur Internet, d'aller se brancher sur leur compte. Ils ont quelque chose comme... Je pense que c'est 10 phrases à lire qui sont un peu complexes, mais ça permet à l'ordinateur d'enregistrer leur voix et de voir toutes les subtilités de la langue. Puis après, ils sont capables de générer leur voix de monsieur, madame, tout le monde et de la mettre sur la glace. Et si un jour ta maladie te pousse et que tu n'as plus de voix, tu es capable d'aller la rechercher et de mettre ça dans un outil qui est capable de reporter ta voix en synthèse. Cancer de corps vocal, n'importe quoi, on en banque. De la même manière qu'il y a des gens qui vont garder leur spermatozoïdes congelés. Oui, exactement, là, c'est pour la voix. Pour le cancer. Bien, merci beaucoup. Et c'est certainement pas la dernière fois qu'on parle d'intelligence artificielle. Et on va mettre sur notre page Facebook ChatGPT, comment ça fonctionne. Parce que là, je pense que c'est beaucoup d'informations. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Tantôt, on parle, entre autres, de posture et de talons hauts. Et je pense qu'elle va me donner des conseils. On reçoit une chiropraticienne. Restez là.